Bienvenue sur Veridox. Ce que vous allez écouter est un récit calme, conçu pour être écouté sans regarder l'écran, afin de vous accompagner vers le sommeil. Si ce format vous aide à vous endormir, vous pouvez vous abonner pour retrouver ces récits chaque nuit. C'est une scène de crime. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire ce que les archéologues ont trouvé. Nous sommes en 1999, dans la vallée de la Samara, au cœur des steppes russes glaciales. Une équipe américano-russe creuse la terre noire et dure. Ils cherchent des traces de vie, des poteries, peut-être quelques outils en bronze. Ils cherchent à comprendre comment vivaient les peuples de l'âge du bronze. Mais ce qu'ils trouvent dépasse l'entendement. Au fond d'une fosse, dans la couche sédimentaire datant de 3600 avant Jésus-Christ, la terre change de texture. Elle devient grasse. Elle est gorgée de quelque chose d'ancien. Et soudain, les truelles heurtent une masse compacte. Des os. Des milliers d'ossements, enchevêtrés les uns dans les autres, comme jetés là dans une frénésie obscure. Ce ne sont pas des restes de repas ordinaires. Ce ne sont pas les vaches ou les moutons que ces peuples élevaient pour survivre. Les archéologues, David Anthony et Dorcas Brown, se penchent sur la fosse. Ils nettoient un crâne, puis 2, puis 10. Ils réalisent avec effroi qu'ils ne regardent pas du bétail. Ils regardent les restes de 64 chiens et loups. Mais le plus terrifiant n'est pas le nombre, c'est la méthode. Chaque os porte une signature, une marque de couteau précise, chirurgicale, répétée obsessionnellement sur chaque animal. On n'a pas seulement tué ces bêtes, on les a déconstruites. On a découpé leur museau, scalpé leur crâne, retiré la peau en gardant les griffes attachées. Ceci n'est pas une décharge, c'est un vestige rituel. C'est la preuve matérielle, tangible et sanglante d'un mythe que l'on croyait n'être qu'une histoire pour effrayer les enfants. Ce que vous avez sous les yeux, dans cette fosse perdue au milieu de nulle part, c'est le berceau des loups-garous. Et ce n'est pas de la fiction. Ce que ces os racontent, c'est l'histoire secrète de la conquête de l'Europe. C'est l'histoire d'une caste de guerriers impitoyables, des jeunes hommes transformés en monstres par des rituels psychotropes et violents, lâchés sur le monde pour tuer, piller et étendre le territoire de leur père. Bienvenue à Krasnosamarskoe. Bienvenue dans la réalité brutale des Koryo. Oubliez tout ce que vous savez sur la préhistoire paisible. Aujourd'hui, nous plongeons dans les ténèbres de l'âme humaine, là où l'homme pour laisser place à la bête. Nous allons disséquer le mécanisme de la terreur qui a permis à une poignée de tribus des steppes de dominer génétiquement la moitié de la planète actuelle. Pour comprendre l'ampleur de ce qui se jouait ici, il faut d'abord planter le décor. Et quel décor! Imaginez l'Europe de l'Est et la Russie occidentale il y a 6000 ans. C'est un monde en pleine mutation. Au sud et à l'ouest, vous avez la vieille Europe. Ce sont les fermiers du néolithique. Ils construisent des villages sédentaires, cultivent le blé, vénèrent de déesses de la fertilité. Ils sont nombreux, organisés, relativement pacifiques. Ils ont passé des millénaires à perfectionner l'agriculture. Mais à l'est, dans les steppes pontiques, quelque chose de très différent est en train de naître. Là-bas, l'herbe s'étend à l'infini. Le climat est rude, continental. L'été vous brûle, l'hiver vous tue. Dans cet environnement hostile, une nouvelle culture émerge, celle de Srednistog, et bientôt celle de Yamnaya. Ces gens ne sont pas des fermiers attachés à leur lopin de terre, ce sont des éleveurs mobiles. Et ils viennent de débloquer 2 technologies qui vont changer la guerre pour toujours, la roue et le cheval. Mais la technologie ne suffit pas pour conquérir le monde. Il faut une idéologie. Il faut une structure sociale capable de projeter la violence loin, très loin de chez soi. C'est là qu'interviennent les os de chiens de Krasnosamarskoe. Revenons à cette fosse. Les analyses au microscope électronique, menées par les archéologues, ont révélé un détail glaçant sur la découpe des peaux.
Les stries sur les vertèbres et les crânes montrent que les animaux ont été écorchés avec une précision maniaque pour préserver la tête, les dents et la fourrure du dos en une seule pièce. Pourquoi? Il n'y a aucune raison culinaire de faire ça. C'est extrêmement difficile et long. Si vous avez faim, vous fracassez le crâne pour manger la cervelle et vous jetez le reste. Si vous prenez le temps de détacher la peau du museau millimètre par millimètre, c'est que vous avez besoin du museau intact. Vous fabriquez un costume. Ces hommes fabriquaient des capes, des peaux de loup et de chien qu'ils jetaient sur leurs épaules, rabattant la tête de l'animal sur leur propre crâne comme une capuche macabre. Essayez de visualiser l'effet produit. Un homme, torse nu, couvert de sang ou de cendres, avec une seconde tête, une tête de loup grondant, posée sur la sienne. Dans la pénombre d'une hutte éclairée par le feu, ou dans la brume matinale d'une attaque surprise, la distinction s'efface. L'homme disparaît, il devient une créature hybride, un cynocéphale. Mais le costume n'est que l'accessoire, le véritable changement se passe à l'intérieur. Les linguistes et les historiens des religions travaillent depuis des décennies sur les racines des langues indo-européennes. Ils ont remarqué que, de l'Irlande à l'Inde, on retrouve les mêmes mots, les mêmes mythes, les mêmes structures. Et il y a un concept qui revient partout, celui de la Mennerbunde. En proto-indo-européen, on appelle cela le Korios. Le Korios, c'est l'armée des morts. C'est une confrérie de jeunes guerriers célibataires. Dans la société Yamnaya, la vie est stricte. Les hommes mûrs détiennent le pouvoir, le bétail et les femmes. Que fait-on des jeunes garçons de 12 à 18 ans? Ils sont trop vieux pour rester dans les jupes de leur mère, mais trop jeunes et trop pauvres pour fonder un foyer. Ils sont une menace pour la stabilité du clan. Ils sont bourrés de testostérone et d'agressivité. Alors, la société a inventé une soupape de sécurité terrifiante. À la puberté, le garçon est chassé. Littéralement. Il est banni du village. On lui dit « Tu n'es plus un humain. Tu es mort au monde des vivants. Va rejoindre la meute. » L'initiation commence. Le site de Krasnosamarskoye était probablement le lieu de cette transformation. C'était un site hivernal. L'hiver est crucial. C'est la saison de la mort, la saison où la nature dort, la saison où les loups sont les maîtres de la steppe. Les jeunes initiés arrivaient ici, dépouillés de tout. Ils devaient survivre par leurs propres moyens. Et pour prouver qu'ils n'étaient plus soumis aux lois humaines, devaient briser le tabou ultime. Ils devaient manger le chien. Le chien est l'animal sacré des Indo-Européens. C'est le gardien, le compagnon, celui qui a un nom. Manger du chien est interdit. C'est un acte impur. En forçant les jeunes à tuer et à consommer rituellement ces chiens, les anciens brisaient leur barrière morale. C'est une technique de conditionnement psychologique que l'on retrouve encore aujourd'hui dans certaines unités militaires d'élite ou des cultes extrêmes. Forcer la recrue à commettre un acte transgressif pour l'allier au groupe à jamais. Une fois le chien mangé, une fois son esprit absorbé, le jeune guerrier revêtait sa peau. Il prêtait serment. Il n'était plus un individu. Il était une dent dans la mâchoire de la meute. Et cette meute avait une mission. Pendant plusieurs années, ces jeunes loups vivaient en marge de la société. Ils n'avaient pas le droit de posséder de biens. Ils n'avaient pas le droit de se marier. Ils devaient vivre la chasse et surtout du pillage. C'est ici que l'histoire devient géopolitique. Imaginez ces bandes de jeunes hommes, conditionnés à la violence extrême, persuadés d'être possédés par l'esprit du loup, lâchés chaque été vers l'ouest, vers ces fameux villages de fermiers sédentaires, riches en grains et en bétail, mais mal préparés à la guerre totale. Les fermiers de la vieille Europe connaissaient les escarmouches, oui, mais ils ne connaissaient pas la fureur berserker. Quand le Korio s'attaquait, ce n'était pas pour négocier. Ils arrivaient souvent la nuit ou à l'aube. Ils utilisaient la vitesse, ils utilisaient la terreur psychologique. Voir surgir des hommes loups hurlant à la mort, paralyser les défenseurs. Leur but n'était pas de conquérir la terre pour la cultiver. Ils méprisaient l'agriculture. Leur but était de prendre ce qu'ils voulaient,
du bétail, des objets de prestige et des femmes. Les analyses génétiques modernes confirment ce scénario avec une froideur implacable. Quand on regarde l'ADN de l'Europe de l'Ouest vers 2500 avant notre ère, l'époque où la culture campaniforme, descendante des Yamnaya, arrive, on voit quelque chose de choquant. En l'espace de quelques siècles, 90% du patrimoine génétique masculin local disparaît. Laissez cette phrase résonner un instant. 90% des hommes qui vivaient en Grande-Bretagne, en France ou en Espagne ont vu leur lignée s'éteindre. Ils ont été remplacés par des hommes venus des steppes. Par contre, les lignées féminines locales ont persisté. Que nous dit cette asymétrie ? Elle nous dit que ce n'était pas une migration familiale joyeuse. C'était une conquête menée par des hommes, par des bandes de frères, par ces fameux Koryo. Ils ont tué les pères et les maris locaux, et ils ont pris les femmes pour fonder de nouvelles lignées. C'est violent, c'est dérangeant, mais c'est notre histoire. Si vous avez des origines européennes, il est fort probable que vous descendiez de ces envahisseurs. Mais revenons à Krasnosamarskoe, car le site nous donne des détails encore plus précis sur la vie de ces loups-garous. Les archéologues ont trouvé que la viande de chien était consommée presque exclusivement en hiver. C'était une fête saisonnière, un Yule sanglant. Cela correspond parfaitement au mythe plus tardif. Pensez à la légende du loup-garou au Moyen-Âge. Quand se transforme-t-il ? La nuit, souvent en hiver. Pensez aux lupercales romaines. Des prêtres courent nus ou vêtus de peau de bouc, frappant les passants avec des lanières de peau. C'est un rituel de purification et de sauvagerie contrôlée. Pensez au mythe nordique d'Odin. Odin est le dieu de la guerre, de la fureur, de la poésie. Mais qui sont ses compagnons ? Deux loups, Geri et Freki. Et qui sont ces guerriers d'élite ? Les berserkers, ceux qui portent la peau d'ours, et les Ulfednar, ceux qui portent la peau de loup. Les Ulfednar. Les textes scandinaves les décrivent très clairement. Ils allaient sans côte de mailles, enragés comme des chiens ou des loups, mordant leurs boucliers, forts comme des ours ou des taureaux. Ils tuaient les gens, et ni le feu ni le fer ne les affectaient. Ce que les archéologues ont déterré en Russie, c'est l'ancêtre physique de ces légendes. Les Ulfednar vikings n'étaient pas une invention poétique du IXe siècle. C'était la mémoire fossilisée d'une tradition vieille de 4000 ans. Une tradition née dans les steppes, là où la survie dépendait de la capacité à devenir plus féroce que la nature elle-même. Mais comment vivaient-ils au quotidien, ces jeunes parias ? L'analyse des dents des chiens retrouvés dans la fosse montre qu'il s'agissait de chiens bien nourris, familiers. Ce n'étaient pas des chiens errants capturés au hasard, c'étaient les chiens du village. Cela ajoute une couche d'horreur psychologique au rituel. Le garçon ne devait pas tuer un loup sauvage et anonyme. Il devait tuer un animal qu'il connaissait peut-être. Un animal qui avait confiance en l'homme. Le sacrifice exigeait la trahison. Pour devenir un guerrier sans pitié, capable de tuer un autre être humain sans hésiter lors d'un raid, il fallait tuer l'empathie en soi. Tuer le chien, c'était tuer l'innocence. C'était apprendre que la loyauté, celle du chien, peut être brisée par la force, le couteau de l'homme. Une fois l'initiation passée, le jeune Korios entrait dans une vie de bohème violente. Il se déplaçait rapidement. Il ne possédait rien qui ne puisse être transporté à cheval. Il dormait à la dure. Il parlait probablement un argot spécifique, une langue des guerriers, pleine de métaphores poétiques et violentes, l'ancêtre de la poésie skaldique. Ils apprenaient les tactiques d'embuscade. Ils n'étaient pas des soldats de ligne, comme les légions romaines plus tard. C'étaient des commandos. Ils frappaient les points faibles, ils volaient le bétail, la richesse ultime de l'époque. Le mot « guerre » en sanskrit ancien signifie littéralement « désir de plus de vaches ». Pour ces peuples, la guerre était une activité économique, et les Koryos en étaient les ouvriers. Mais il y a un autre aspect fascinant, c'est le rapport avec la magie et l'extase. Devenir un loup n'est pas seulement une question de costume,
il faut entrer en transe. Il est fort probable que ces rituels impliquaient la consommation de substances psychotropes. On a retrouvé dans les steppes des traces de consommation de cannabis et peut-être d'éphédra ou de champignons hallucinogènes. Imaginez l'effet d'un cocktail intoxicant, mélangé à la fatigue, au froid glacial, à la faim rituelle, au chant rythmique et à la vision du sang. Le cerveau décroche, la réalité se déforme. Le jeune guerrier ne joue pas au loup. Il sent ses ongles devenir des griffes. Il sent ses sens s'aiguiser. La douleur disparaît, la peur disparaît. Il se sent invincible. C'est ce que les Grecs appelaient le loussa, la rage guerrière, la folie rouge. Ce n'est pas un hasard si le mot grec pour loup, lycos, est si proche du mot pour lumière ou aube, leukos. Apollon est le dieu loup, le Lykéios. Il est le dieu de l'initiation des jeunes hommes. Il est beau, brillant, mais il est aussi mortel et tire ses flèches de loin. Cette ambivalence est au cœur du Korios. Ils sont les protecteurs de la tribu contre les ennemis extérieurs, mais ils sont aussi un danger pour la tribu elle-même. C'est pour cela qu'ils doivent vivre à l'écart. On a besoin d'eux, mais on ne veut pas d'eux dans la maison. On ne veut pas de loups au coin du feu. À la fin de leur période d'initiation, qui pouvait durer plusieurs années, ceux qui avaient survécu, car beaucoup devaient mourir de froid, de blessures ou lors des raids, revenaient au monde des humains. C'était le rituel de retour. Ils brûlaient ou enterraient leur peau de loup. Ils coupaient leurs cheveux longs et hirsutes. Ils se lavaient. Ils payaient une dette symbolique pour réintégrer la société. Et alors, seulement alors, ils pouvaient devenir des maris, des pères, des chefs respectables. Mais ils gardaient en eux le souvenir de la bête. Ils savaient ce dont ils étaient capables. Et cette mémoire collective a imprégné toute la culture indo-européenne. Regardez la fondation de Rome. Qui sont Romulus et Rémus ? Deux jeunes hommes, abandonnés, vivant dans la nature sauvage, allaités par une louve. Ce sont des chefs de bande, des brigands. Ils n'ont pas de femmes, alors ils les volent, l'enlèvement des Sabines. Romulus tue son propre frère Rémus pour fonder la ville. C'est l'histoire exacte du Korios. Rome, la plus grande civilisation de l'Antiquité, a été fondée sur ce mythe du jeune guerrier loup exclu qui revient pour prendre le pouvoir par la violence. Les Romains célébraient les Lupercales chaque année en février, la fin de l'hiver, pour se souvenir de ce passé sauvage. Et ce n'est pas tout. Regardez la Grèce. L'histoire de Jason et les Argonautes, une bande de héros, tous des hommes, qui partent sur un navire vers les confins du monde pour voler une toison d'or. C'est un raid mythique. C'est une projection héroïque de ces expéditions de pillage que menaient les jeunes Yamnaya. Même le mot dragon pourrait venir de là. Dans les poèmes indo-européens, l'ennemi est souvent le serpent ou le dragon qui garde le bétail volé ou l'eau retenue. Le héros, comme Indra ou Thor, doit tuer le serpent pour libérer les richesses. Mais qui est le serpent ? Pour les Korios, le serpent, c'est l'autre. C'est le peuple sédentaire, celui qui cache ses richesses derrière des murs, celui qui garde jalousement ses biens. Le guerrier mobile voit le sédentaire comme un monstre avare qu'il faut abattre. C'est une inversion totale des valeurs modernes. Pour nous, le bâtisseur est le gentil et le pillard est le méchant. Pour les Yamnaya, le pillard est le héros noble, celui qui prend des risques, et le sédentaire est une proie légitime. Cette mentalité a forgé l'âge du bronze. Mais revenons à la matérialité de l'horreur. Krasnosamarskoe n'est pas le seul site. On commence à réinterpréter d'autres découvertes à la lumière de cette théorie du loup-garou. En Allemagne, en République tchèque, on trouve des fosses communes étranges, des corps jetés sans cérémonie, portant des traces de violence extrême. Souvent, on attribue à cela des crises ou des guerres civiles. Mais si c'était l'œuvre des meutes ? Imaginons un instant la rencontre. Vous êtes un fermier néolithique en Allemagne, vers 2800 avant notre ère. Votre peuple vit ici depuis 1000 ans.
Vous connaissez les saisons, la terre. Vous avez des dieux de la maison. Un jour, vous voyez de la fumée à l'horizon. Le village voisin brûle. Vous envoyez des éclaireurs. Ils ne reviennent pas. Puis vous entendez le son. Ce n'est pas le son d'une armée en marche, pas de tambour régulier. C'est un hurlement. Ils arrivent. Ils montent des animaux que vous n'avez jamais vus. Les chevaux sont encore rares en Europe de l'Ouest à ce moment-là. Ils sont rapides, trop rapides, et ils ressemblent à des cauchemars. Ils ne combattent pas ligne contre ligne, ils encerclent, ils harcèlent. Ils tirent des flèches depuis leur monture ou en courant, et quand ils arrivent au contact, ils sont dans une frénésie telle que vos lances semblent inutiles. Pour le fermier néolithique, c'est la fin du monde. C'est l'apocalypse. Les archéologues appellent cela la fin de la vieille Europe. De vastes civilisations, comme celle de Cucuteni-Tripilia, qui construisait des villes énormes bien avant la Mésopotamie, s'effondrent ou se dispersent. Les grands villages sont abandonnés. Les gens fuient dans les forêts ou les montagnes. Pourquoi ? Parce que la plaine n'est plus sûre. La plaine appartient aux loups. Cette transition brutale a laissé une cicatrice dans notre psyché. Pourquoi avons-nous, en Europe, une peur atavique du loup ? Le loup, biologiquement, n'attaque que très rarement l'homme. Il craint l'humain. Pourtant, dans nos contes, le grand méchant loup est l'ennemi numéro 1. Il mange les grands-mères, il mange les petits cochons, les animaux de ferme sédentaires. Est-ce que le grand méchant loup ne serait pas en réalité le souvenir traumatique de ces guerriers corios ? Quand on raconte l'histoire du loup déguisé en grand-mère ou du loup qui souffle sur la maison, ne raconte-t-on pas, sans le savoir, l'histoire de nos ancêtres fermiers terrorisés par les hommes loups venus de l'Est ? C'est une hypothèse vertigineuse. Nos contes de fées seraient des reportages de guerre déformés par 5000 ans de téléphone arabe. Mais l'histoire des hommes loups ne s'arrête pas à la destruction. Car après la destruction, ils ont construit. Ces guerriers n'étaient pas que des tueurs fous. Ils étaient porteurs d'une culture, d'une langue, d'une organisation sociale. Une fois le territoire conquis, ils s'installaient. Les jeunes loups devenaient des patriarches. Ils ont imposé leur système, le patronyme, le nom du père, la hiérarchie guerrière, l'hospitalité pour les étrangers, mais une hospitalité codifiée, et surtout, leur langue. C'est grâce à cette expansion violente que nous parlons des langues indo-européennes aujourd'hui. Le français, l'anglais, le russe, l'espagnol, le persan, l'hindi. Toutes ces langues sont les filles de la langue parlée par les Corios. Chaque fois que vous dites le mot père, mère, frère, nom, eau, mourir, vous utilisez le vocabulaire de ces peuples des steppes. C'est le paradoxe ultime. Les monstres qui mangeaient des chiens et portaient des peaux de bêtes sont nos pères. Nous sommes les enfants des loups. Et cette filiation explique peut-être beaucoup de choses sur l'histoire européenne ultérieure. Cette valorisation de la gloire guerrière, cette soif d'expansion, cette structure aristocratique qui a duré jusqu'au XXe siècle, tout cela trouve sa racine dans la steppe. Le site de Krasnosamarskoe est une fenêtre ouverte sur ce moment charnière, un moment où l'humanité a basculé. Mais attendez, l'histoire n'est pas finie. Si les archéologues ont trouvé des restes du rituel d'hiver, qu'en est-il du rituel d'été ? Qu'en est-il de la contrepartie de la mort ? Car dans la pensée ancienne, tout est équilibre. S'il y a des loups de la mort, il doit y avoir des gardiens de la vie. Et s'il y avait une autre fosse ? Une fosse que nous n'avons pas encore comprise. La fouille de Krasnosamarskoe a révélé d'autres secrets. Des secrets qui lient ces hommes loups à des pratiques encore plus étranges, impliquant non pas la guerre, mais la magie pure. La capacité de voir à travers les yeux de la bête sans la tuer. Nous avons parlé de la violence, mais nous n'avons pas encore parlé de l'âme, de ce que ces hommes croyaient vraiment qu'il arrivait à leur esprit quand ils mettaient le masque. Car le plus effrayant n'est pas qu'ils se déguisaient en loup. Le plus effrayant, c'est qu'ils ne faisaient pas semblant. Dans la prochaine partie de notre descente dans le néolithique profond, nous allons explorer la dimension chamanique de ces guerriers,
Nous allons voir comment cette tradition a survécu, cachée, à travers les âges, des légendes de loups-garous en France jusqu'au culte secret de la Grèce antique. Et nous découvrirons comment, ironiquement, l'homme a fini par domestiquer le loup en lui, pour créer la civilisation telle que nous la connaissons. Mais pour l'instant, restons au bord de cette fosse glacée en Russie. Regardez ces eaux. Ils sont silencieux maintenant. Mais si vous écoutez bien, à travers le vent de la steppe, vous pouvez encore entendre l'écho de leur hurlement, un hurlement qui a façonné le monde. La fumée des foyers de Krasno-Samarskoe s'est dissipée il y a bien longtemps, mais l'odeur, elle, persiste. Une odeur âcre, mélange de graisse brûlée et d'herbes étranges. Nous avons vu le squelette du rituel, les os, les couteaux. Mais pour comprendre comment un adolescent effrayé devient une machine à tuer insensible, il faut s'intéresser à la chimie de l'âme. Il ne suffit pas de mettre une peau de loup pour devenir un loup. Le cerveau humain est une barrière. Il est câblé pour l'empathie, pour la peur de la mort, pour la prudence. Pour fabriquer un korios, il faut faire sauter ses verrous. Il faut un catalyseur. Et ce catalyseur, les archéologues l'ont trouvé dans les résidus des poteries des steppes. Le chanvre, l'éphédra, l'hydromel fermenté. Imaginez la scène. Les jeunes initiés sont enfermés dans une hutte, peut-être une maison de sudation, ancêtre du sauna, plongés dans l'obscurité totale. On jette des graines de chanvre sur des pierres brûlantes, comme le décrira plus tard l'historien grec Hérodote en parlant des Scythes. La vapeur monte. L'air devient épais, impirable. Ils respirent. Ils boivent des concoctions hallucinogènes préparées par les chamans. Le monde physique se dissout. La faim qui les tenaille depuis des jours disparaît. Remplacée par une énergie électrique, leurs pupilles se dilatent jusqu'à manger l'iris. Dans le noir, ils ne voient plus leurs mains d'humains. Ils sentent leurs membres s'allonger. Ils sentent la fourrure pousser sous leur peau. C'est une désintégration de l'ego. Sous l'effet de la transe, les chants gutturaux des anciens ne sont plus des mots. Ce sont des ordres directs, implantés dans le cortex reptilien. Tu n'es pas un homme, tu es la fureur, tu es le vent qui mord. Cette technologie de l'extase est la clé de la conquête indo-européenne. Elle permet de produire des guerriers qui ne connaissent pas le stress post-traumatique. Car au moment de tuer, ils ne sont pas là. C'est la bête qui tue. L'homme, lui, dort à l'intérieur. Cette dissociation mentale est si puissante qu'elle va traverser les millénaires. Quittons la Russie. Faisons un bond dans le temps et l'espace. Nous sommes maintenant au 1er siècle de notre ère, les forêts sombres de la Germanie. L'Empire romain est à son apogée, mais il y a une frontière qu'il n'ose pas franchir. Pourquoi ? À cause de ce que l'historien romain Tacite raconte. Il décrit une tribu germanique particulière, les Aris. Écoutez bien sa description, car elle est le miroir exact des rituels de l'âge du bronze. Tacite écrit « Les Aris sont plus féroces que les autres. Ils renchérissent sur leur sauvagerie naturelle par l'art et le moment choisi. Ils peignent leurs boucliers en noir, ils teignent leur corps en noir. Ils choisissent pour combattre les nuits les plus sombres, une armée de spectres, des hommes peints en noir, invisibles jusqu'au dernier moment, qui attaquent dans le silence de la nuit. » Tacite ajoute cette phrase qui fait froid dans le dos. Nul ennemi ne peut soutenir cette vue inattendue, et pour ainsi dire, infernale. Car dans tout combat, ce sont les yeux qui sont vaincus les premiers. Les Aris ne sont pas une tribu au sens classique. Ce sont les descendants directs des Corios. Ils sont l'incarnation historique de la chasse sauvage. Pour un légionnaire romain, habitué à la discipline, aux lignes claires, au combat de jour, affronter ces ombres hurlantes est une expérience qui brise le moral. Mais l'héritage ne s'arrête pas à la Germanie. Il s'infiltre partout, changeant de nom, mais pas de nature. Regardez l'Irlande celtique. Là-bas, on les appelle les Fianna. Dans les légendes, Finn MacCool et ses guerriers sont des héros. Mais quand on lit les textes médiévaux les plus anciens, une image beaucoup plus sombre apparaît. Les Fianna sont des bandes de jeunes aristocrates sans terre. Ils vivent dans la forêt. Fiann signifie sauvage ou chasse.
Ils ont leur propre loi. Pour entrer dans la bande, il faut passer des épreuves sadiques, être enterré jusqu'à la taille et se défendre avec un bouclier contre 9 lances. Courir dans la forêt sans casser une brindille sous ses pieds, tresser ses cheveux en pleine course. Et surtout, ils se comportent comme des loups. Ils mangent du chien. Ils pillent les fermiers irlandais pendant la saison guerrière, l'été et l'automne, et vivent sur le dos de la population l'hiver. L'Église chrétienne, en arrivant en Irlande, sera horrifiée par ces hommes. Elle les décrira comme des fils de mort et de perdition. Pourquoi ? Parce qu'ils refusent la civilisation. Ils refusent de travailler la terre. Ils existent dans cet espace liminal entre l'humanité et l'animalité. C'est ici que l'histoire commence à basculer vers le folklore. Avec la montée des États centralisés et du christianisme, on ne peut plus tolérer ces bandes de jeunes pillards. Le roi a besoin d'ordre. L'Église a besoin de fidèles dociles. Le guerrier loup, autrefois nécessaire à l'expansion de la tribu, devient un ennemi de l'intérieur. Le Korios sacré devient le criminel maudit. Observez l'évolution linguistique. C'est fascinant. En vieux norrois, le mot pour loup est vargr. Mais vargr signifie aussi autre chose. Il signifie hors la loi. Celui qu'on peut tuer sans procès. Tuer le loup, c'est exécuter le criminel banni. En anglais, nous avons le mot wolf's head, tête de loup, pour désigner un banni. En français, nous avons l'expression être connu comme le loup blanc. Petit à petit, la société repousse ses propres protecteurs. Les rituels de transformation, autrefois célébrés, deviennent des pratiques de sorcellerie interdites. Mais ils ne disparaissent pas. Ils entrent dans la clandestinité. Au Moyen Âge, en Livonie, l'actuelle Lettonie, Estonie, on trouve des procès stupéfiants. Non pas des procès de sorcières volant sur des balais, mais des procès de loups-garous de Dieu. En 1692, un vieil homme nommé Thiès avoue devant un tribunal être un loup-garou. Mais il ne dit pas qu'il sert le diable. Au contraire. Il affirme que lui et ses compagnons se transforment en loups 3 nuits par an, pour descendre en enfer et combattre les sorciers afin de ramener les récoltes volées. Il dit « Les loups-garous sont les chiens de Dieu ». C'est incroyable. 4000 ans après Krasno-Samarsko, en plein XVIIe siècle chrétien, un paysan de la Baltique se souvient encore de la fonction originelle du Korios. Il se souvient que le loup-garou n'est pas un monstre, mais un gardien. Un guerrier spirituel qui protège la fertilité de la tribu contre les forces du mal. Le juge, évidemment, ne comprend rien. Il le condamne à 10 coups de fouet pour superstition. C'est la fin officielle de la tradition. Le rationalisme et la religion moderne ont gagné. Le loup est mis en cage. Pourtant, la bête a laissé des traces indélébiles. Pas seulement dans les livres d'histoire, mais sur nos cartes géographiques. Regardez l'Est. Regardez la Dacie, la Roumanie actuelle. Les anciens habitants de cette région s'appelaient les Daces. Mais Strabon, le géographe grec, nous dit que leur nom original était Daoui. Et Daoui, en langue phrygienne, signifie « les loups ». Ce peuple tout entier s'identifiait à l'animal. Leur étendard de guerre n'était pas un aigle ou un lion, c'était le draco. Une tête de loup en bronze, la gueule ouverte, attachée à un corps de serpent en tissu. Quand les cavaliers daces chargeaient, l'air s'engouffrait dans la gueule de métal. Un système de lamelles internes faisait siffler l'étendard. Imaginez le bruit. Non pas des trompettes claires, mais un hurlement mécanique, strident, terrifiant, qui descendait des Carpates. C'était la guerre psychologique à son paroxysme. Rome a dû envoyer ses meilleures légions pour les briser. Et sur la colonne Trajane, à Rome, on voit encore ces étendards à tête de loup flotter au-dessus de la bataille, dernier défi des Corios face à la machine impériale. Cette confrontation entre le loup, le barbare, le guerrier extatique, le nomade, et la cité, le soldat discipliné, le fermier, le citoyen, est le fil roux de l'histoire européenne. Et parfois, le loup gagne. Rappelez-vous la chute de Rome. Qui a mis à sac la ville éternelle ? Les Goths, les Vandales.
Des tribus germaniques qui portaient encore en elles l'ADN culturel de la steppe. Odoacre, le chef barbare qui a déposé le dernier empereur romain, portait un nom qui résonne étrangement. Son père s'appelait Édéco, et dans son entourage, les noms liés au loup abondent. C'est la revanche de la steppe, la revanche de Srednistog. 4000 ans après avoir inventé cette manière de faire la guerre, les descendants des premiers cavaliers ont fini par abattre la plus grande puissance sédentaire du monde. Mais aujourd'hui, que reste-t-il de tout ça? Nous n'avons plus de rituels d'hiver. Nous n'envoyons plus nos fils vivre nus dans la forêt pour manger du chien. Mais regardez autour de vous. Regardez notre culture populaire. Pourquoi sommes-nous obsédés par les films de zombies? Qu'est-ce qu'une horde de zombies, sinon une masse déshumanisée, cannibale, qui ne respecte aucune règle sociale, qui détruit tout sur son passage? C'est la peur primale du Corios qui remonte. La peur de voir nos voisins perdre leur humanité et devenir une meute. Regardez nos gangs modernes, les motards avec leurs blousons de cuir, une seconde peau, leurs insignes à tête de mort ou d'animaux, leurs rites d'initiation violents, leurs noms de guerre. Ils sont les héritiers inconscients de cette structure sociale. Ils recréent instinctivement le Männerbünde. La pulsion est toujours là. Elle est inscrite dans notre code génétique, sélectionnée par des millénaires de guerres tribales. Mais il y a une dernière vérité à aborder. Une vérité plus dérangeante encore que le cannibalisme rituel. C'est la question de la domestication de l'homme. Si les Indo-Européens ont réussi à conquérir le monde, ce n'est pas seulement parce qu'ils étaient féroces, c'est parce qu'ils ont su contrôler cette férocité. Le génie du système Corios, ce n'était pas de créer des monstres, c'était de savoir les éteindre. Le rituel de retour était aussi important que le rituel de départ. Savoir redevenir un homme après avoir été un loup. Savoir poser d'épée. Savoir prendre soin d'un enfant après avoir massacré un village. C'est cette flexibilité mentale qui a fait la force de nos ancêtres. Ils n'étaient pas des bêtes sauvages, ils étaient des loups-garous au sens propre. Des hommes capables de changer de peau à volonté. Aujourd'hui, nous avons perdu le mode d'emploi. Nous avons gardé l'agressivité, mais nous avons perdu le rituel. Nous avons des soldats qui reviennent du front brisé, parce que nous n'avons pas de cérémonie pour tuer le loup en eux. Nous avons des jeunes hommes violents dans nos cités, parce que personne ne leur a donné un cadre sacré pour canaliser cette énergie destructrice vers quelque chose qui protège le groupe. Nous avons gardé le feu, mais nous avons perdu la cheminée. Alors, la prochaine fois que vous entendrez un chien aboyer au loin dans la nuit, ou que vous sentirez un frisson inexplicable en traversant une forêt sombre, souvenez-vous de Krasnosamarskoe. Souvenez-vous que le monstre n'est pas caché sous votre lit. Il est dans votre sang. Il est l'héritage d'une poignée de cavaliers des steppes qui, un soir d'hiver, ont osé regarder l'abîme animal en face et ont décidé non pas de le fuir, mais de le devenir. Les hommes loups ne sont pas morts. Ils ont juste changé de peau. Ils sont devenus nous.